Ceci est un film sur le pouvoir des banques centrales. Les banques centrales ont le pouvoir de créer des changes économiques, politiques et sociales. Voici comment ils procèdent. Pearl Harbor, 7 décembre 1941. Long live the Imperial Army! Long live the Imperial Army! Les princes du yen, les banques centrales et la transformation de l'économie. L'occupation américaine. Nous arriverons à Yokohama à 9h30. Le débarquement aura lieu selon le programme. Le général Douglas MacArthur arriva à l'aérodrome naval de Astugi, près de Yokohama, le 30 août 1945. À sa sortie de l'avion, il s'arrêta en haut des escaliers, mit la main dans sa poche, serra les mâchoires autour de sa pipe et regarda les terres conquises. Cette pose fut répétée plusieurs fois sous différents angles pour que la presse puisse avoir une photo décente. La démocratie devait être inculquée au peuple japonais, même s'il n'en avait jamais entendu parler. Notre problème est le cerveau dans la tête des Japonais. Ces cerveaux, comme les nôtres, peuvent faire de bons ou de mauvais choix. Tout dépend des idées placées à l'intérieur. Les pièces de théâtre kabuki, jouées par des samouraïs loyaux, furent interdites ou censurées, comme les livres et les films sur les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Les dessins satiriques de MacArthur et la mention de la censure de l'occupation étaient interdites. La commission vous déclare coupable et vous condamne à la peine de mort par pendaison. Yamashita remercia la commission pour l'impartialité de son procès. Le général Tojo, le Premier ministre pendant la guerre du Pacifique, remarqua pendant son procès « Aucun de ces Japonais n'osera agir contre la volonté de l'empereur ». L'interrogatoire fut bientôt terminé et une semaine plus tard, Tojo déclara que l'empereur avait toujours voulu la paix. Le général Hideki Tojo assuma la responsabilité officielle du déroulement de la guerre et fit tout son possible pour disculper son empereur. MacArthur remarquera plus tard au Sénat des États-Unis que quant à la civilisation moderne, les Japonais avaient 12 ans d'âge.
Vous vous intéressez à l'inconnu, au mystère, à l'inexplicable. Vous êtes là pour ça. Quand la guerre termina, le bilan des prêts des banques s'est détérioré. Le capital détenu par la banque était surtout des obligations de guerre et des prêts à des entreprises détruites. Le secteur banquier était en quasi-faillite. Ce problème fut résolu par la Banque de Japon. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'acheter les mauvais papiers du secteur banquier avec de nouvelles réserves et leur donner une bonne somme pour le capital, souvent sans valeur. Les deux premiers gouverneurs de la Banque centrale de l'après-guerre furent nommés par l'occupation des États-Unis. Eikichi Araki fut nommé le premier gouverneur de la Banque de Japon après la guerre, mais peu de temps après, il a été inculpé de crimes de guerre par des procureurs et dut se résigner. En 1951, après une amnistie générale des crimes de guerre présumés, occupant des fonctions publiques, il devint ambassadeur des États-Unis. À son retour de son poste d'ambassadeur en 1954, Araki fut nommé gouverneur de la Banque centrale. Après l'amnistie des crimes de guerre de 1951, la plupart de la bureaucratie japonaise de l'époque de guerre fut réintégrée au poste qu'elle occupait pendant la guerre, y compris les politiciens de l'époque de guerre et la plupart des bureaucrates du ministère pris en charge par la police morale. Un grand nombre d'eux se déplaça au secteur de l'éducation. Le Japon est clé pour le destin de l'Extrême-Orient. Pour la deuxième fois dans l'histoire, ces mots ont une réalité urgente. Pour éviter l'agitation rurale à laquelle assistaient les communistes en Chine, les Américains ont redistribué la terre en passant de grands propriétaires aux locataires. L'élite capitaliste du Japon, nommée Zaibatsu, fut éliminée en tant que partisan de guerre et interdite d'exercer d'autres activités commerciales. Les politiques fascistes des années 30, que les bureaucrates fascistes ne purent pas exécuter pendant la guerre, ont été achevées par l'occupation américaine, comme la redistribution de la terre et la politique Zaibatsu. Une rencontre amusante entre les Japonais fascistes de la guerre et les nouveaux marchands américains. Les politiques de l'après-occupation. La Diète qui abrite le Sénat et la Chambre des représentants du Japon. Au Japon, des étudiants fanatiques et des groupes gauchistes se sont manifestés violemment pour bloquer le traité de défense mutuelle avec l'Amérique. Les députés socialistes ont initié une émeute à la Diète. La police a également expulsé les socialistes. L'intervenant a été porté à la tribune pour rappeler à l'ordre la séance qui approuvait le traité. En 1957, l'ancien suspect de crimes de guerre Kishi Nobusuke fut nommé Premier ministre du Japon. Il avait été le ministre de Commerce et de l'Industrie du général Tojo pendant la guerre, et ses responsabilités varient entre munitions et esclavage. Pendant qu'Albert Speer, ministre de l'économie de guerre de Hitler, était à la prison de Spandau à Berlin, son collègue japonais était Premier ministre de son pays. Kishi devint un défenseur de la démocratie après la guerre, mais avant et pendant la guerre, il s'est considéré un socialiste national. Avec l'argent des syndicats de crime, des entreprises industrielles et les caisses noires de la CIA, Kishi transforma le Parti libéral-démocrate en une puissante machine politique.
Au Japon, de nombreux dirigeants économiques et politiques, parmi les plus importants de l'après-guerre, venaient d'un groupe élite de bureaucrates de l'époque de guerre. Les mêmes personnes qui avaient lancé le Japon à la guerre. Le Parti libéral-démocrate est resté au pouvoir pendant presque 40 ans. Bienvenue en japonais pour ces soldats américains. Après un tour de service à la Corée, ils rentrent à leur base au Japon, où ils seront stationnés comme troupes d'occupation. Comment rentreront-ils? Comment sont-ils accueillis par la population dont ils occupent les terres? Ils ne sont pas des chefs de guerre, des antagonistes ou des hommes dont nous méfions et redoutons, mais des amis. Le système de l'économie de guerre. Le ministre des Finances avait siège dans le quartier central de Chiyoda, Tokyo. Le ministère contrôlait plusieurs aspects de la vie au Japon. Le ministre des Finances était très important. La Banque du Japon devait lui faire des rapports. Les fonctionnaires de ce ministère suscitaient des exclamations d'admiration et de respect. Les anciens bureaucrates obtenaient des postes influents comme chefs d'institutions publiques et privées. Mais le ministère n'avait pas de contrôle sur un secteur. La quantité de création de crédits et ses allocations étaient décidées par la Banque centrale japonaise, la Banque du Japon. La Banque du Japon annonça qu'il gérait les politiques monétaires par le biais des taux d'intérêt. Elle permettait au ministre des Finances de gérer ses politiques de taux d'intérêt. La règle adoptée ne suivait pas les taux d'intérêt, le prix de l'argent, mais la quantité de l'argent. Window Guidance. Les banques centrales imposent aux banques commerciales des quotas de croissance et d'allocation du crédit. La Banque du Japon indiquait aux banques combien elles devront prêter au cours du prochain trimestre et à quel secteur de l'économie. C'est le contrôle du crédit. La Banque du Japon envoyait des instructions tous les trimestres sur la valeur des crédits et à quels secteurs industriels ils devaient être attribués. Tous les crédits étaient divisés en secteurs et sous-secteurs et les emprunteurs à grande échelle devaient être classés. La Banque du Japon imposait à qui les banques pouvaient accorder les crédits et décider les projets à réaliser. C'était le système de l'économie de guerre, adapté à la production des biens de consommation. Les 95 millions d'habitants du Japon ont des revenus nationaux similaires à ceux des États-Unis et des nations les plus prospères de l'Europe occidentale. Ce n'était pas un système adéquat pour le capitalisme. Cela a créé beaucoup de richesses pour la population. La distribution des revenus et de la richesse étaient similaires. La croissance et la qualité de vie augmentaient rapidement. Rien qu'en 1959, l'économie s'est développée à 17%. Le résultat du système de l'économie de guerre provoqua une compétition entre les secteurs industriels pour les parts de marché. Les entreprises luttaient jusqu'à la faillite pour gagner la part du marché. Ce phénomène fut nommé compétition excessive. La solution fut la création explicite ou implicite des ententes. Dans le secteur banquier, le window guidance fut le mécanisme des contrôles des ententes.
Grâce à la Banque du Japon, qui pouvait imposer le nombre et les valeurs des crédits, le classement des banques resta le même pendant l'après-guerre, sauf après une fusion. Un banquier admettait que la window guidance les avait sauvés de rivaliser jusqu'au harakiri. L'économie de guerre et le commerce international. Le déficit de la balance actuelle des États-Unis atteint son niveau le plus élevé depuis 9 ans. Cette hausse a surpris les économistes. Pendant que les ententes contrôlaient la compétition au Japon, il n'y avait pas de limite dans les marchés internationaux. Les entreprises japonaises dominaient bientôt plusieurs marchés du monde. En Amérique, des congrès ont été organisés sous le titre « Les leçons de la productivité japonaise ». Les principales théories économiques indiquent que seulement les libres marchés atteignent le succès. Mais le Japon a réussi à être la deuxième puissance mondiale en quelques décennies, sans compter sur la main invisible des libres marchés. L'économie de l'après-guerre du Japon fut une économie de guerre totalement mobilisée, dont la production changea des armes aux biens de consommation. Il est préférable pour la Banque du Japon de ne pas attirer l'attention et de rester silencieuse comme la forêt d'un sanctuaire rural. Hisato Ishimada, 18e gouverneur de la Banque du Japon. La Banque du Japon se présentait comme la championne des livres marchés et le Window Guidance devint une honte. Soit les publications officielles ont omis de le mentionner, ou elles ont minimisé son rôle en nommant volontaire le contrôle des crédits. Quand le ministère des Finances se renseignait sur la création de crédits et les politiques d'allocation de la Banque du Japon, le personnel de la banque a engagé un dialogue complexe, rempli de jargon, pour faire en sorte que le processus paraisse impénétrable. En novembre 1965, le premier groupe de liens du gouvernement japonais apparut au marché. À ce moment-là, la Banque du Japon n'a plus de force quand les politiciens voulaient dépenser plus, car ils exerçaient cette même pression sur le ministre des Finances. Le ministre se trouvait alors face à une augmentation constante de la dette nationale. Les banquiers centraux appellent à la réforme. Les années 80 donnent une époque de dérégulation financière. La plupart des pays industrialisés levèrent les restrictions de mouvement du capital. Au Japon, Tadashi Sasaki, un ancien gouverneur de la Banque du Japon, présenta un plan de 5 ans pour la transformation et libéralisation de l'économie japonaise. Puis en 1986, le groupe consultatif sur restructuration économique, dirigé par Haruo Maekawa, un autre ancien gouverneur de la Banque du Japon, proposa un plan de réforme économique de 10 ans visant à améliorer la qualité de vie des Japonais, comparable à celle des pays occidentaux. Ce plan déclara: le moment est venu pour le Japon d'opérer une transformation historique de ses politiques traditionnelles en matière de gestion de l'économie et du mode de vie.
Il ne peut y avoir de développement ultérieur pour le Japon sans cette transformation. Le rapport, vu comme une liste de souhaits par les négociateurs américains, commençait avec des appels pour une réforme administrative et l'abolition des pouvoirs bureaucratiques. L'objectif était la transformation de l'ensemble du corps politique, l'abolition du système de l'économie de guerre et l'introduction d'une économie de libre marché américaine. Les membres du groupe consultatif qui étaient en total désaccord furent relevés de leur poste. Les rapports à la presse étaient très critiqués. La nature radicale du plan était reconnue et semblait bien trop ambitieuse. Elle appelait à une révolution de tout le système économique, politique et social du Japon. Même si le rapport était clair, il n'y avait pas aucune explication sur la façon d'atteindre ces objectifs. La seule piste était à l'implémentation de ces recommandations. Les politiques fiscales et monétaires ont un rôle important à jouer. La Banque du Japon a toujours déclaré que ce système japonais devait être abandonné et qu'un système capitaliste américain devait être introduit. Si vous êtes d'accord ou pas, c'est une question totalement différente. La vraie question est, comment le faisons-nous? Le ministère des Finances a eu le contrôle légal pendant l'après-guerre. Des structures bureaucratiques, des politiques, des ententes. C'était le vieux système. L'histoire montre un système qui change si nous faisons face à une crise. History teaches the system changes only fundamentally if there's a crisis. La Commission proposa que les politiques monétaires devaient favoriser la survenue d'une crise historique, suffisamment importante pour surmonter des intérêts particuliers du ministère des Finances, des politiciens, des entreprises japonaises. Tous les systèmes ont des groupes avantagés qui ne veulent pas changer. Il n'y a pas un pays au monde qui a changé son système économique, social et politique sans éviter une crise. La crise est ce qui persuade les citoyens et les groupes intéressés de la nécessité de changer. Comment pouvez-vous atteindre cela? Vous avez besoin d'une crise et la meilleure façon de la créer est d'avoir une bulle, car personne ne pourra vous arrêter. Comment créer une bulle? La Banque du Japon commença à augmenter de manière significative les quotas du prêt du Window Guidance. Les quotas annuels moyens de croissance des prêts étaient proches du 15% à la fin des années 80. Un banquier remarquera plus tard que pendant la bulle, il voulait augmenter une certaine quantité de crédit, mais la Banque du Japon voulait en augmenter encore plus. Les jeunes entre 20 et 30 ans, avec des salaires modestes, étaient capables d'acheter 2 ou 3 maisons. Le boom du crédit provoqua non seulement un boom immobilier, mais aussi favorisa la bourse. Entre 1985 et 1989, la bourse augmenta un 240% et le prix du terrain un 245%. À la fin des années 80, la valeur d'un jardin autour du palais impérial, en plein centre de Tokyo, valait autant que l'ensemble de la Californie.
Le Japon ne représente qu'une 26e partie des États-Unis et son terrain était valorisé 4 fois plus que celui-ci. La valeur de marché d'un seul district des 23 de Tokyo, le quartier central de Chiyoda, dépassait la valeur du Canada tout entier. Les économistes qualifiés pour croire dans les résultats du marché essayèrent de justifier l'augmentation des prix. Certains croyaient que la raison était le manque de terrain. De nouveaux bâtiments d'entreprise furent construits dans les quartiers d'affaires de Tokyo. Le boom du marché avait tellement augmenté qu'il y avait une peur d'une pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises commencèrent à inviter des étudiants de dernière année d'université dans de luxueux voyages pour les inciter à signer avec eux. Les politiciens, les entreprises et le ministère des Finances étaient heureux et les impôts sur le revenu augmentaient. Tous les jours, il y avait un festival. Nous, les filles, nous sortions et tout était payé par les hommes ou les patrons. Personne n'utilisait le transport public. Nous prenions un taxi pour rentrer à la maison. Avec l'augmentation du capital et des prix de la bourse, même les fabricants traditionnels ne peuvent pas résister à la tentation de s'essayer au jeu des marchés. Bientôt, ils agrandirent leur division de finances et la trésorerie pour contrôler la spéculation eux-mêmes. Ces fonds spéculatifs d'entreprise, connus comme Zai-Tesh, utilisaient des prêts pour s'engager dans la spéculation immobilière et boursière. La frénésie atteignit de telles proportions que quelques fabricants, comme le fabricant d'automobiles Nissan, gagna plus d'argent à travers des investissements spéculatifs qu'avec la fabrication des voitures. Des milliers d'articles ont été publiés sur la miraculeuse économie du Japon. Une explication des économistes était la hausse de la productivité, expliquer la performance impressionnante de l'économie du Japon. Des livres sur les techniques de gestion japonaises devinrent des best-sellers internationaux. Les businessmen occidentaux lisaient des traités du XVIIe siècle sur les stratégies des samouraïs. En réalité, la performance extraordinaire du Japon des années 80 n'avait rien à voir avec des techniques. Au lieu d'être utilisé pour limiter et diriger le crédit, le window Widens créa une bulle géante. J'ai mené des recherches et interviewé des officiers et des banquiers de la Banque du Japon sur cassette. Comme résultat, la Banque du Japon a continué une supervision informelle et forcé les banques à augmenter leurs prêts. La Banque du Japon savait que le seul moyen pour les banques d'atteindre leur quota de prêts était de développer les prêts non productifs. Selon un banquier, il n'y a pas une demande de prêt d'emprunteurs à faible risque. Et nous voulons augmenter le quota. Le risque est pire. Un autre banquier dira: un effet secondaire de la règle du window Widens des augmentations des prêts était que les banques les augmentaient même lorsqu'il n'y avait pas de demande. La création de monnaie et la bulle. Comme toutes les bulles, celle du Japon était alimentée par la création rapide d'argent par le système bancaire. Entre 1986 et 1989, Toshihiko Fukui était le directeur du département bancaire à la Banque du Japon. Ce département s'occupait des quotas de window Widens.
Quand un journaliste demanda à Fukui s'il avait l'intention d'arrêter les crédits bancaires, il lui répondit « Si la politique cohérente d'assouplissement monétaire se poursuit, le contrôle de la quantité des prêts bancaires impliquerait une autocontradiction. Par conséquent, nous n'avons pas l'intention de mener un resserrement quantitatif. L'ajustement structurel de l'économie se poursuivant depuis longtemps, les déséquilibres internationaux sont en cours d'être corrigés. La politique monétaire encourage ceci et nous avons donc la responsabilité de poursuivre la politique d'assouplissement monétaire aussi longtemps que possible. Il est normal que les prêts bancaires augmentent. Pourquoi les banques prêtaient autant? Car elles y étaient forcées par la Banque du Japon. Normalement, les banques choisissent des clients parmi un grand nombre de demandeurs de prêts et en refusent un pourcentage important. Après 1987 et en avant, les rôles ont changé. Les banquiers poursuivaient agressivement à des clients potentiels. Les anecdotes abondent sur les façons dont les banques sollicitaient des prêts à des taux d'intérêt avantageux, en poursuivant les clients comme des marchands ambulants. Les banques encourageaient l'emprunt d'argent. Par exemple, quand un couple de jeunes mariés voulait acheter une maison, les banques leur offraient le double de la somme demandée. Les banquiers faisaient des estimations exagérées de la valeur du terrain, dont le ratio réel de la valeur par rapport au prêt augmentait un 300% ou plus. C'était un étrange phénomène que l'on a vite surnommé l'excès d'argent. Seuls les économistes, les analystes et ceux qui travaillaient dans les marchés financiers ou immobiliers étaient plus avisés. Ils ont rejeté ces analyses toutes simples. Le prix du terrain augmentait à cause des raisons plus compliquées que l'excès d'argent. Les individus lambda ne peuvent pas comprendre les subtilités de la technologie financière avancée. Le flux international de capital. Quand un pays génère de grandes quantités d'argent, une partie de celui-ci se répand à l'étranger sous forme d'investissement. Le flux des capitaux japonais s'est multiplié, passant d'un afflux net de 2 milliards de dollars en 1980 à 132 milliards en 1986. Les actifs, y compris les objets d'art et les objets précieux autour du monde, devinrent l'objectif des acheteurs japonais. Il y avait des achats de prestige comme le centre Rockefeller, Columbia Pictures et le terrain de golf de Pebble Beach. L'argent japonais acheta les 75% de tous les bons du Trésor des États-Unis aux ventes aux enchères de 1986. Mais ce n'est pas facile pour un pays d'imprimer de l'argent et de le dépenser autour du monde. Le Japon pouvait se le permettre car les marchés n'avaient pas dévalué sa monnaie. La valeur de la monnaie individuelle était établie par les négociants. Si les indicateurs traditionnels que les négociants observaient ne captent pas l'excès de création d'argent, dont la création de grandes quantités d'argent changeable contre une monnaie étrangère peut fonctionner. Le Japon fit pareil que les États-Unis dans les années 50 et 60 quand les banques américaines créèrent un excès de dollars.
Les entreprises américaines utilisaient cet argent pour acheter des entreprises européennes. Alors que les États-Unis bénéficiaient de l'étalon or du dollar, le Japon bénéficiait d'un excédent commercial important. Prêt non axé sur le PIB, un prêt non utilisé pour la production de biens ou services. Un indicateur d'alerte précoce de l'accumulation des risques systématiques dans le système banquier est le ratio de prêts pour les transactions non axées sur le PIB du total des prêts. Ce ratio augmente de manière significative dans les pays qui sont ensuite frappés par une crise bancaire. C'était le même processus qui alimenta les prêts immobiliers et le boom du prix des maisons aux États-Unis et au Royaume-Uni entre 1980 et 2000. Le même processus qui créa les années folles et 1920. Les banques des États-Unis prêtaient avec des actifs collatéraux. Le principe reste le même. Comme chaque banque tenait pour acquis le prix de l'action, elles ont créé de l'argent. Avec plus d'argent sur les marchés financiers, les prix devaient augmenter. Chaque banque pensait qu'il était sûr d'accepter un certain pourcentage de la valeur des actions comme collatéral, mais les décisions de toutes les banques ont fait sauter l'ensemble du marché. Au Japon, la richesse totale du secteur privé augmenta de 14,2 billions de yens en 1969 à 2000 billions en 1989. À sa première conférence de presse comme le 26e gouverneur de la Banque du Japon, en 1989, Yasushi Mieno dira « Depuis que la précédente politique d'assouplissement monétaire a causé le problème de l'augmentation des prix des terrains, les prêts liés à l'immobilier seront désormais limités. » Il a observé la bulle, les prix en hausse des actions, le fossé entre les riches et les pauvres. Et il a voulu y mettre un terme. Son nom est Mieno et il était un héros pour la presse parce qu'il luttait contre la politique monétaire. Il était gouverneur pendant l'époque de la bulle et il était en charge de créer la bulle. Le crash boursier. Soudainement, les prix des actions des terrains cessèrent d'augmenter. En 1990, le marché boursier diminua de 32%. En juillet 1991, le window guidance fut interdit. Ceci fut surprenant pour les officiers et la Banque du Japon. Les banquiers se sont retrouvés sans défense et protestèrent car ils ne savaient plus comment établir leur plan de prêt. Avant, quand une partie voulait prêter plus, ils répondaient que le quota du window guidance était complet. Ils ne pouvaient pas le faire maintenant. Les banques se rendirent compte que la plupart des 99 billions de yens de prêts pendant la bulle pouvaient mal finir et devinrent craintives. Elles arrêtèrent leurs prêts aux spéculateurs et les limitèrent pour le reste. C'est un Noël sombre pour le Japon. Le marché boursier a atteint son niveau le plus bas depuis 2 ans. L'effondrement d'une des entreprises les plus grandes de commerce alimentaire est la 9e faillite cette année. Plus de 5 milliards de Japonais perdirent leur emploi sans être capables d'en trouver un autre. Le suicide devint la première cause de mort entre les hommes âgés entre 20 et 44 ans.
Les journaux se remplissaient d'histoires de gens qui se pendaient ou qui disparaissaient. C'était presque tous les jours. Entre 1990 et 2003, 12 entreprises firent faillite. Pendant la même période, le marché boursier chuta un 81%. Les prix des terrains dans les villes principales diminua un 84%. Quelques économistes semblaient soulagés. La faillite était la preuve que le système économique japonais n'avait pas eu de succès finalement. En attendant, le gouverneur de la Banque du Japon, Yasushi Mieno, dit « Grâce à cette récession, nous prenons conscience de la nécessité de mener une transformation économique. » Le sauvetage échouait. Le ministre des Finances, en croyant que les taux d'intérêt étaient le principal outil politique, fit pression sur la Banque du Japon pour les diminuer jusqu'à ce qu'ils atteignent le 0,1%. La plupart des économistes prédirent la récupération économique. Mais malgré les affirmations fréquentes dans la presse financière par les banques que les taux d'intérêt bas pouvaient stimuler la croissance et que le taux d'intérêt haut pouvait la ralentir, il n'y avait pas d'évidence empirique. Les businessmen américains et japonais se retrouvent ici avec un appel des entreprises japonaises à diminuer le yen. Seulement 6% des exportateurs japonais peuvent faire des bénéfices avec le dollar à moins de 100 yens. En moyenne, ils auront besoin que la monnaie américaine s'élève à 117 yens pour atteindre le seuil de rentabilité. Le ministère des Finances demanda à la Banque du Japon de vendre de grandes quantités de yens et d'acheter des dollars américains afin que le taux de change du yen diminue et que les exportations reprennent. Le ministère des Finances et la Banque du Japon ne s'entendent pas bien. Ce qui est arrivé, c'est que la Banque du Japon a coupé court ses interventions, c'est-à-dire les interventions indiquées par le ministère des Finances. Celui-ci dit à la Banque du Japon d'acheter des bons du Trésor américain pour une valeur de 20 milliards, mais la Banque du Japon utilise l'argent de l'économie pour exécuter ses achats. Les chercheurs affirmaient que les interventions limitées ne fonctionnent pas. Le BOJ est en cours de limiter. C'est pour cela que le yen reste fort. Une banque centrale peut retirer de l'argent de l'économie en vendant des actions et elle peut insuffler de l'argent dans l'économie en achetant des actions. Quand les banques centrales achètent et vendent des actions, elles augmentent ou diminuent la quantité d'argent qui circule dans l'économie. Les officiers de la Banque du Japon ignorèrent cela et déclarèrent « Cette transformation structurelle ou réforme peut produire des formes déflationnistes mais générera une économie beaucoup plus efficace. » Des spectateurs indépendants proposèrent que la demande soit boostée par la dépense du gouvernement pour que la demande de prêt augmente également. Pendant 10 ans, le gouvernement suivit leurs conseils et réussit à propulser la dette du gouvernement à des niveaux historiques. Entre 1992 et 2012, 10 paquets de stimulation valorisés en 146 billions de yens ont été distribués.
Monsieur Werner est chef économiste pour l'entreprise Jardine Fleming in Tokyo. Il va nous rejoindre pour nous expliquer où se dirige l'économie japonaise. Le gouvernement dépensait avec une main en montant l'argent dans l'économie, mais la collecte de fonds s'était faite par le biais du marché. Donc le gouvernement prenait l'argent de l'économie avec l'autre main. Il n'y a pas eu d'augmentation du pouvoir d'achat total. Voilà pourquoi les dépenses n'ont pas pu avoir d'impact. En 2011, la dette du gouvernement japonais atteindra un PIB de 230%, le plus haut du monde. Le ministère des Finances n'a plus de solution. Les spectateurs commencèrent à rendre coupable le ministère de la récession et écoutèrent les voix qui affirmaient que la récession due au système économique japonais. À quel point aurait-il été difficile de résoudre les problèmes de dette et la déflation dans le secteur bancaire? Cela n'aurait pas été si difficile finalement. Le système financier est similaire au roman Catch 22. Pas de croissance de prix, donc pas de croissance économique. La seule chose qui peut sortir de cet argument circulaire est une banque centrale. Son travail dans cette situation est d'imprimer de l'argent. Les pouvoirs des banques centrales. Nous avons besoin de mesures plus radicales. Il y en a des douloureuses, d'autres pas. Par exemple, la Banque centrale pourrait acheter tous les mauvais papiers à leur valeur nominale et le Japon aurait les banques les plus puissantes. Pour sauver le secteur bancaire, une banque centrale peut acheter les mauvais actifs financiers des banques avec du nouvel argent, en leur donnant une valeur nominale moins valorisée. C'est ce que la Banque du Japon fit après la guerre. Alternativement, l'argent pourrait être transféré aux banques en les aidant à avoir des bénéfices importants. Une façon de réussir est de coincer un marché en créant une mini-bulle dans un marché concret dans lequel les banques investissent énormément en leur donnant de grands bénéfices. Une technique suffisamment courante appliquée par les banques centrales pour aider leur système. D'autres techniques incluent des mesures pour introduire des emprunteurs à risque zéro ou des modifications comptables qui améliorent leur bilan. Au Japon, les autorités et la Banque du Japon augmentaient, comme le feront les pays occidentaux 20 ans plus tard, que le contribuable devrait payer la facture. En mars de l'année dernière, le gouvernement insuffla de grandes quantités d'argent dans 15 institutions financières et nous étions l'une d'elles. Ceci nous a aidés à éliminer les mauvaises dettes et booster notre capital base pour nous préparer au prêt. L'argent des impôts fut utilisé pour recapitaliser les banques. Mais il n'y a aucune preuve qui indique que les contribuables ont été responsables de problèmes de banque. Pourtant, ces politiques ont probablement créé un risque moral. La masse monétaire est déterminée par l'augmentation nette de la création d'argent et par les banques et les banques centrales. Si le risque moral impose que le secteur bancaire ne doit pas être sauvé, la Banque centrale peut éviter la déflation et la récession. Pour cela, la Banque centrale peut augmenter la masse monétaire. Elle peut augmenter la quantité d'argent dans une économie à tout moment sans limite, en achetant des actions du secteur privé et en les payant avec du nouveau crédit. La Banque du Japon aurait pu acheter des immeubles et les transformer en parcs. Nous avons trois problèmes. L'économie a besoin de création d'argent, les banques ont besoin d'éliminer leurs mauvaises dettes et le secteur immobilier a besoin de transactions. La solution est que la Banque centrale imprime de l'argent
achètent le terrain des banques et le transforment en parc. La qualité de vie au Japon s'améliorerait également. Même si la Banque du Japon avait vendu ses parcs à une fraction du coût, elle aurait créé de l'argent parce que cela ne lui coûte rien de le faire. Une autre option pour insuffler de l'argent dans l'économie est l'assouplissement quantitatif. Malgré toutes ces options disponibles, la Banque du Japon refusa d'exécuter la politique pour sauver la crise. Quand j'étais à la Banque du Japon entre 1982 et 1983 comme chercheur, j'étais convaincu que cette récession allait terminer très mal. Et je demandais à tous ceux qui m'écoutaient pourquoi ils n'imprimaient pas plus d'argent. J'ai rencontré un individu qui était ouvert à ce sujet et il me dit « Richard, bien sûr qu'on aurait pu imprimer de l'argent et se récupérer, mais rien n'aurait changé la structure économique du Japon. » À ce moment-là, je n'étais pas prêt pour croire que la Banque du Japon prolongeait la récession afin d'obtenir des changements structurels. Le ministre des Finances, Masahiro Shiokawa, a demandé à la Banque du Japon d'arrêter la déflation ou de lutter contre elle. La Banque du Japon défiait constamment le gouverneur pour créer de l'argent, pour stimuler l'économie et mettre fin à la récession. Des fois, la Banque du Japon réduisait la quantité d'argent qui circulait, ce qui empirait la récession. La Banque du Japon arrivait toujours à la même conclusion. La structure économique du pays était la responsable. Le personnel de la Banque centrale argumentait qu'un assouplissement monétaire important pouvait être préjudiciable en provoquant un retard supplémentaire du progrès de l'ajustement structurel. Les premiers leaders japonais de l'après-guerre savaient qu'ils dirigeraient une économie de guerre, mais décidaient de ne pas en parler pour des raisons politiques. Le message de propagande de la guerre froide était que le Japon de l'après-guerre avait adopté un système économique et politique similaire aux États-Unis. En refusant de dire la vérité, les premiers leaders de l'après-guerre ont emporté leur connaissance sur les origines de l'économie miraculeuse du Japon dans la tombe. La génération des bureaucrates et politiciens qui régna entre 1980 et 1990 ne comprenait pas la raison d'être de l'économie de leur propre pays. Toute une génération d'économistes japonais a été envoyée aux États-Unis pour étudier des masters et des doctorats en économie américaine. Puisque l'économie néoclassique estime qu'il n'y a qu'un type de système économique, où les libres marchés, les actionnaires et les banques centrales règnent, plusieurs économistes japonais luttaient contre les arguments des économistes américains. La destruction du ministère des Finances. Les États-Unis et le Japon ont clôturé mardi 2 jours de négociations. La déréglementation du secteur primaire est nécessaire pour surmonter les intérêts bien ancrés des entreprises d'assurance de vie ou pas, et la bureaucratie du ministère des Finances. Ils doivent parvenir à un accord avant le 15 décembre, où les États-Unis imposeront des sanctions commerciales. Les analystes s'attendent à la titrisation du secteur immobilier. On vous écoute, Richard Werner. Pour une titrisation correcte, nous avons besoin de déréglementation. Pour ce faire, nous devons réduire le pouvoir du ministère des Finances et le ministère avait des réserves.
Dans les années 80, les fonctionnaires qui travaillaient pour ce ministère suscitent des exclamations d'admiration et de respect. Mais dans les années 90, les attitudes ont changé. Il n'y avait aucun doute, le ministère des Finances avait provoqué la récession. Les citoyens dégoûtés se manifestèrent face aux portes du ministère. Au début de 1998, et pour la première fois, les procureurs ont attaqué les plus importants ministères du Japon. Les banques et ses régulateurs furent fortement critiqués par leurs actions. Les scandales surlignaient les relations informelles entre les officiers du ministère des Finances et les banquiers. De nombreux employés des banques et même quelques officiers du ministère furent arrêtés et emprisonnés. D'autres se suicidèrent. Masaaki Shirakawa, banquier central, expliqua « Il n'est pas facile de changer le cadre institutionnel et d'inciter une réforme structurelle, car cela implique les intérêts particuliers des agences économiques. » Yutaka Yamagishi, le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, dit « La Banque du Japon a été confrontée au dilemme que l'assouplissement monétaire produirait l'atténuation des risques immédiats, ce qui entraînerait de retarder l'adoption des solutions ultimes. » Depuis le milieu des années 1990, le gouvernement commença à démonter la structure du ministère des Finances. D'un autre côté, la Banque du Japon vit son influence augmenter de manière significative. Vous avez écrit récemment « Il n'y a aucun doute que la Banque du Japon sera séparée du ministère des Finances et deviendra indépendante, ce qui la mettra à pied d'égalité avec d'autres banques. Pourquoi êtes-vous sûr ? Le ministère des Finances, qui a contrôlé au moins légalement la Banque du Japon, a perdu de sa crédibilité. Il a été coupable de la création de la bulle et de la longue récession, entre d'autres problèmes vécus au Japon. Mais la Banque du Japon est restée à l'abri des critiques publiques et elle profite pour devenir indépendante du MOF. Merci Richard. Nous avons écouté Richard Werner, chef économiste en l'entreprise Jardine Fleming à Tokyo. Mieno, peu après son départ à la retraite de son poste de gouverneur de la Banque du Japon, en 1994, commença une campagne en prononçant des discours à plusieurs associations et groupes. Il cherchait un changement de la loi de la Banque du Japon. Ces arguments servaient pour suggérer que le ministère des Finances avait pressé la banque à mener des mauvaises politiques. Pour éviter ces problèmes dans l'avenir, elle avait besoin d'être totalement indépendante. Selon Mieno, rendre les banques centrales indépendantes allait refléter la sagesse humaine encouragée par l'histoire. En 1998, la politique monétaire a été confiée à la Banque du Japon, nouvellement indépendante. Les politiciens et les économistes devraient faire pression sur la Banque du Japon pour créer plus d'argent. Beaucoup de critiques diront que c'est intervenir sur l'indépendance des banques centrales. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai, c'est intervenir sur l'indépendance des banques centrales, mais nous en avons besoin. La transformation du système politique. De nombreux scandales suivirent l'éclatement de la bulle. Ils ont renversé le système de 1955 du parti unique.
Avant, les politiciens ne s'affrontaient pas en proposant de différentes politiques. C'était le travail des bureaucrates de créer des politiques, pendant que les politiciens se concentraient sur apaiser les circonscriptions locales avec des projets publics. En octobre 1997, pour la première fois dans l'histoire de l'après-guerre, toutes les initiatives de politique pour booster l'économie furent présentées par des politiciens. Au début de 2001, un nouveau type de politicien arrive au pouvoir. Le Japon a connu sa plus forte hausse ce mois-ci, alors que Junichiro Koizumi est apparu comme le grand favori pour devenir le prochain Premier ministre du pays. Junichiro Koizumi became Prime Minister. Junichiro Koizumi devint Premier ministre. Il a été comparé à Margaret Thatcher et à Ronald Reagan quant à sa popularité et ses politiques. Son message était simple, pas de reprise sans une réforme structurelle. Au sommet de Genève de 2001, il dit « Quelques-uns diront que la reprise est prioritaire sans réforme. Mais si l'économie se récupère, la volonté de réformer disparaîtra. C'est pour cela que je continuerai avec le plan, pas de croissance sans réforme structurelle. » Pendant 2001, ce message a été diffusé presque tous les jours sur les écrans des télévisions nationales. Les pays du sommet du G7 font pression sur le Japon pour mettre en œuvre la réforme structurelle. Des émeutes ont eu lieu en Corée et le gouvernement a décidé de mettre fin aux grands conglomérats. Maintenant, ils récupèrent leur économie. Le temps est arrivé pour le Japon de mener la réforme structurelle. Tout le monde croit maintenant que nous avons besoin d'un changement structurel. Nous devons éliminer le style capitaliste japonais pour nous récupérer. Pourquoi? Nous avons essayé toutes les politiques et rien n'a marché. Donc le style du système économique du Japon est le coupable et nous devons nous en débarrasser. La transformation de l'économie. Le Japon modifiait son système économique vers une économie de marché à l'américaine. Le centre de l'économie devenait le marché boursier et pas les banques. Pour inciter les déposants à retirer leur argent des banques et l'investir dans le marché boursier, les réformateurs ont supprimé la garantie sur tous les dépôts banquiers, tout en créant des incitations fiscales pour les investissements. Au fur et à mesure que le système capitaliste américain s'imposait, le chômage augmenta. Les disparités de revenus et de richesses augmentèrent et les taux de suicide et de crimes violents s'élevèrent. Puis, en 2002, la Banque du Japon redoubla ses efforts pour empirer les bilans banquiers et imposer aux banques de saisir leurs emprunteurs. Jusqu'à ce moment, Akuo Yanagisawa, le ministre du Service des Finances, résista à la proposition de la Banque du Japon d'insuffler l'argent des impôts aux banques en les nationalisant, en prenant en charge leur gestion et en utilisant ce pouvoir pour faire appel à des prêts d'entreprise. Par conséquent, de nombreuses entreprises firent faillite. Le Premier ministre envoya à Yanagisawa et le remplaça par Eizo Takenaka. Il était sympathisant du plan de la Banque du Japon d'augmenter les saisies des emprunteurs. Le ministre Takenaka essaie d'imposer une politique pour affaiblir les bilans des banques pour les nationaliser. Takenaka nomma un groupe de travail avec 2 anciens travailleurs de la Banque du Japon pour superviser les politiques des banques. Takeshi Kimura demanda immédiatement que des modifications comptables soient mises en œuvre pour dégrader les bilans des banques et rendre la nationalisation inévitable. Takuro Morinaga argumenta que le plan proposé par Takenaka n'aurait pas beaucoup de bénéficiaires.
et qu'il profitait au fonds vautour des États-Unis, spécialisé dans l'achat d'actifs en détresse. Ces fonds vautours se sont confrontés à la difficulté qui, malgré plus de 200 000 faillites, peu d'entreprises suffisamment importantes pour s'intéresser à ces fonds allaient faire faillite également. Lorsque le soutien de Kimura et Fukui fut exprimé pour le plan de faillite, le premier travaillait dans une entreprise privée qui conseillait sur la sécurisation des actifs en détresse et le deuxième était un conseiller à Goldman Sachs, l'un des plus grands opérateurs au monde de fonds vautours. Monsieur Fukui, Monsieur Mieno et Monsieur Maekawa sont quelques personnages du livre Les Princes du Yen. Entre les années 80 et 90, ils se sont demandé le but de la politique monétaire. C'est de changer la structure économique. Comment faire avec une crise qu'ils ont déjà menée? Je dois vous interrompre, nous n'avons plus de temps. Je travaillais pour une des grandes banques de la ville et j'étais en charge de coopérer avec la Banque du Japon. Pendant l'époque de la bulle, la Banque du Japon nous informait tous les 3 mois de combien nous devions augmenter les prix. La distribution du window guidance était un ordre de la Banque du Japon. La cause de la bulle était le window guidance, ordonné par la Banque du Japon. Le département responsable des quotas du window guidance s'appelait le département banquier. Qui était en charge? L'homme qui dirigeait le département banquier pendant la bulle entre les années 86 à 89 était Toshiyoko Fukui. Monsieur Fukui, l'actuel gouverneur de la Banque du Japon, fut l'homme qui créa la bulle. Quand Fukui arriva à être gouverneur de la Banque du Japon, il dit « Tout en détruisant le modèle de forte croissance, je construis un modèle adapté à la nouvelle ère. » Si nous regardons ces objectifs, ils ont tous réussi. Détruire le ministère des Finances, créer une agence de surveillance indépendante, réussir l'indépendance de la Banque du Japon en changeant sa loi et concevoir des changements dans la structure de l'économie, en passant de l'industrie manufacturière aux services, en s'ouvrant, en déréglementant, en libéralisant, en privatisant tout. Dans les années 20, l'économie du Japon ressemblait beaucoup à l'économie actuelle des États-Unis. Très forte compétition, recrutement et licenciement agressifs, bataille d'acquisition entre grandes entreprises, peu de contrôle bureaucrate, des actionnaires puissants qui demandaient des dividendes élevés et le financement par les marchés et non par les banques. Mais pendant l'après-guerre, l'économie du Japon était le contraire. Très régulée, avec des ententes qui limitaient la compétition, le pouvoir des actionnaires réduit, le financement bancaire et les participations croisées. Pas de prise de contrôle et un marché de travail gelé avec l'emploi à vie et rémunération à l'ancienneté. Pour en finir avec la récession et améliorer la performance, le Japon devrait passer du capitalisme allocataire au capitalisme actionnaire. Il n'est pas clair de pourquoi un pays qui a mené un excédent de balance commerciale constant a eu besoin de changer son système économique pour devenir plus compétitif. La crise de l'Asie du Sud-Est. Dans les années 90, le Japon n'était pas la seule économie de haute performance qui souffrait une des plus grandes récessions depuis la Grande Dépression. En 1990, la devise de l'économie tigre de l'Asie du Sud-Est ne pouvait pas maintenir un taux de change fixe avec les États-Unis. Elle s'effondrait entre 60 et 80% en un an.
Les causes de ce crash remontaient jusqu'à 1983. Cette année-là, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie imposèrent une politique de déréglementation agressive implemented a policy of aggressive deregulation of the capital account. au compte du capital et établirent des facilités bancaires internationales qui permirent au secteur banquier et de l'entreprise d'emprunter librement de l'étranger. Une première depuis l'après-guerre. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de raison d'emprunter à l'étranger. Tout l'argent nécessaire pour les investissements domestiques pouvait se créer dans chaque pays. Certes, la pression de libérer le flux du capital venait de l'extérieur. Depuis le début de 1990, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce et le Trésor américain ont persuadé ces pays de permettre à leurs entreprises d'emprunter à l'étranger. Ils argumentaient que les économies néoclassiques ont prouvé que le libre marché et le mouvement libre de capital augmentaient la croissance de l'économie. Une fois que les comptes du capital ont été déréglementés, les banques centrales ont rendu plus coûteux les emprunts de leur propre monnaie nationale pour que les entreprises empruntent de l'étranger en dollars américains. Les taux d'intérêt nationaux étaient plus hauts que celui du dollar américain et le taux de change fut quasiment fixé. Le gouvernement et la Banque centrale avaient dit « nous maintiendrons le taux de change ». C'est exact. Les banques centrales de Thaïlande et d'autres pays d'Asie de l'Est avaient résisté l'ajustement du taux de change et elles ont essayé de prévenir qu'elles allaient les protéger. Les banques centrales ont souligné qu'elles allaient maintenir le taux de change avec le dollar américain pour que les emprunteurs n'aient pas à s'inquiéter de rembourser plus dans leur monnaie nationale que ce qu'ils avaient emprunté à l'origine. Quand j'étais en Thaïlande, je suis allé directement à la Banque de Thaïlande et je leur ai demandé s'il y avait des programmes non officieux d'orientation en matière de crédit. Ils furent surpris par la question. Et grâce à mes recherches au Japon, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose de similaire. Et un jeune qui n'était peut-être pas conscient de la politique impliquée m'a montré un schéma de planification de crédit. Les banques se virent ordonnées d'augmenter les prêts, mais elles furent confrontées à une demande de prêts moins importante de la part des secteurs productifs de l'économie, car elles ont bénéficié d'avantages pour emprunter à l'étranger. Donc, elles ont dû recourir à argumenter leurs prêts à des emprunteurs à haut risque. Les importations diminuèrent car les banques centrales se sont mises d'accord pour fixer leur monnaie au dollar américain. L'économie devint moins compétitive, mais leur balance de compte courant se maintenait grâce aux prêts étrangers, qui comptent comme exportation dans les statistiques de la balance de paiement. Quand les spéculateurs ont commencé à vendre le baht thaïlandais, le won coréen et le rupee indonésien, leurs respectives banques centrales essayèrent futilement de maintenir le prix jusqu'à ce qu'ils aient dilapidé pratiquement toutes leurs réserves de change. Ceci donna aux emprunteurs étrangers une grande opportunité de retirer leur monnaie au taux de change surévalué. Les banques centrales savaient que si les pays manquaient des réserves de change, elles devaient faire appel au FMI pour éviter la faillite. Si le FMI entrait en scène, les banques centrales savaient que cette institution allait leur demander que les banques centrales deviennent indépendantes.
Le 16 juillet, le ministre des Finances thaïlandais prit un avion à Tokyo pour demander un sauvetage financier au Japon. Le Japon avait 213 milliards de dollars américains de réserves de change, plus que toutes les ressources du FMI. Ils étaient prêts à aider, mais Washington cessa l'initiative du Japon. La solution pour l'émergente crise asiatique devait venir de la part de Washington à travers le FMI. Après 2 mois d'attaques spéculatives, le gouvernement thaïlandais a fait flotter le baht. Le FMI à la rescousse. Jusqu'à présent, le FMI a promis presque 120 000 milliards de dollars américains aux économies de la Thaïlande, de l'Indonésie et de la Corée du Sud. Les équipes du FMI, après être arrivées dans les pays en crise, ont installé leurs bureaux dans les banques centrales, d'où ils ont dicté ce qui équivalait à des conditions de reddition. Le FMI exigea une série de politiques, notamment en limitant la création de crédits par la Banque centrale et les banques, des changements juridiques majeurs et de fortes hausses de taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentèrent, les emprunteurs à haut risque ont commencé à ne pas rembourser leurs prêts. Chargés avec de grandes quantités de mauvaises dettes, les systèmes bancaires de Thaïlande, Corée et Indonésie étaient quasiment en faillite. Même les entreprises saines commencèrent à souffrir le resserrement du crédit. Les faillites d'entreprises se multiplièrent et le chômage atteint son niveau le plus élevé depuis 1930. Le rôle du FMI à la rescousse des pays en difficulté a fait l'objet de vifs débats. Quelques-uns ont même accusé le FMI d'aggraver la crise asiatique. Même s'ils doivent saboter notre économie, ils le feront pour prouver qu'ils ont raison. Le FMI n'a pas été d'une grande aide. Le FMI connaissait très bien les conséquences de ces politiques. Dans le cas coréen, ils avaient préparé des recherches détaillées, mais confidentielles, pour calculer combien d'entreprises coréennes allaient faire faillite si le taux d'intérêt augmentait à 5%. Le premier accord entre la Corée et le FMI demanda exactement une hausse de 5% des taux d'intérêt. Les politiques du FMI ne sont pas visées pour créer une récupération de l'économie des pays asiatiques. Ils suivent un agenda différent pour changer le système économique, politique et social de ces pays. En fait, les accords du FMI empêchent ces pays, la Corée ou la Thaïlande, de se récupérer. Ce que vous dites est que le FMI aggrave les crises et a un agenda secret. L'agenda n'est pas si secret que ça, car le FMI demande que les pays asiatiques concernés changent leurs lois pour que les intérêts étrangers puissent tout acheter, des banques au terrain. De plus, les systèmes banquiers peuvent être capitalisés selon les accords du FMI, en utilisant de l'argent étranger. Ce qui n'est pas nécessaire, car si ces pays ont des banques centrales, elles peuvent imprimer de l'argent et recapitaliser leur système bancaire. L'agenda est clairement fait pour ouvrir l'Asie aux intérêts étrangers. Le FMI exigea que les banques en détresse ne soient pas sauvées, sinon fermées et vendues comme des actifs dévalorisés à de grandes banques d'investissement américains. Un point positif du cas de la Thaïlande est qu'ils vont vendre aux enchères quelques actifs majeurs de 56 entreprises financières. Les propriétaires de ces 56 entreprises devraient-ils racheter leurs actifs ? Dans la plupart des cas, les lettres d'intention dictées par le FMI stipulaient explicitement que les banques devaient être vendues à des investisseurs étrangers. J'insiste sur le fait que ces programmes de réforme sont clés pour restaurer la stabilité financière.
Pour la première fois dans l'histoire, la Corée du Sud a fermé 5 banques dans le cadre de son mandat avec le FMI. Le nombre de banques commerciales s'est réduit comme conséquence de fermetures, de fusions et d'acquisitions. Maintenant, les investisseurs stratégiques étrangers sont désormais présents, ce qui constitue un changement remarquable. En Asie, la rescousse organisée par le gouvernement pour maintenir les institutions financières à flot était interdite. Mais quand une crise similaire se déclencha aux États-Unis un an après, les mêmes institutions réagirent de façon différente. La rescousse de la gestion des capitaux à long terme. Les fonds spéculatifs basés dans le Connecticut, qui acceptaient comme clients uniquement des investisseurs individuels et des institutions, avaient exploité ces 5 000 milliards de dollars américains dans le capital client plus de 25 fois en empruntant plus de 100 000 milliards de dollars des banques mondiales. Quand les pertes ont menacé de miner les banques liées aux prêts et à la possibilité d'une crise bancaire se présenta, mettant en danger le système financier et économique des États-Unis, la Réserve fédérale organisa une entente de rescousse en comptant sur Wall Street et les banques internationales pour qu'elles contribuent des fonds pour éviter la faillite. Les points de vue de Washington et de New York semblaient flexibles, car auprès des pays asiatiques, il n'y avait pas de rescousse pour les institutions financières. Ils ont organisé une rescousse quant à la gestion du capital à long terme, et New York s'est vu menacé. Tout le contraire de ce qu'ils dirent aux pays asiatiques. Ils ont dit que l'argent public n'avait pas été utilisé pour New York. Et pourtant, la réunion a eu lieu à l'intérieur de la Réserve fédérale. Pourquoi les États-Unis exigèrent de pays étrangers au nom du libre marché des règles sans avoir l'intention de les respecter à l'intérieur de ses propres frontières? Les exemples des crises du Japon et d'Asie illustrent comment les crises peuvent être conçues pour faciliter la redistribution des propriétés économiques et imposer des changements structurels et politiques. Des événements similaires ont eu lieu dans la zone euro. La crise de la dette européenne. Les pays du bloc monétaire euro ont perdu le droit à une monnaie nationale et ont transféré ce pouvoir à la Banque centrale européenne. Richard Werner est professeur à l'université de Southampton. Quel est votre conseil pour la Banque centrale européenne? Ils se réunissent demain, que leur diriez-vous? Ils devraient se concentrer sur la quantité de création de crédit et non pas sur les taux d'intérêt. La BCE a beaucoup à apprendre de ses erreurs passées, car je crois qu'ils ne sont pas concentrés assez sur la création de crédit. En Espagne ou en Irlande, nous avons vu une expansion massive du crédit sous la surveillance de la BCE. Les taux d'intérêt sont les mêmes dans toute l'eurozone, mais la quantité du cycle de crédit est très différente. Il n'y a qu'un taux d'intérêt pour toute la zone euro, mais en 2002, la BCE a dit à la Bundesbank de réduire sa création de crédit par le montant le plus élevé de son histoire et a dit à la Banque centrale irlandaise d'imprimer de l'argent comme si demain n'existait pas. Que va-t-il se passer? Le même taux d'intérêt, la même croissance? Non, récession pour l'Allemagne et boom pour l'Irlande. À partir de 2004, sous la surveillance de la BCE, le crédit bancaire augmenta un 20% annuel en Irlande, en Grèce, au Portugal et en Espagne. Et les prix immobiliers flambèrent. Quand le crédit bancaire tomba, les prix immobiliers s'effondrèrent. Les développeurs firent faillite et les systèmes bancaires de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce devinrent insolvables. La BCE aurait pu éviter ces bulles et la crise bancaire économique qui suivit, mais elle refusa jusqu'à ce que de grandes concessions politiques furent faites, comme le transfert des pouvoirs fiscaux
et budgétisation de chaque État souverain de l'Union européenne. En Espagne et en Grèce, le chômage des jeunes augmenta de 50%, les forçant à partir à l'étranger pour trouver du travail. Des médecins grecs pour l'éducation desquels les contribuables grecs avaient payé travaillent désormais en Allemagne. Les délibérations de la prise de décision de la BCE sont secrètes. Essayer d'influencer la BCE à travers des débats démocratiques ou des discussions est interdite selon le traité de Maastricht. La BCE est une des organisations internationales étant au-dessus et en dehors des lois et des juridictions de toute nation individuelle. Son personnel d'encadrement possède des passeports diplomatiques et les documents à l'intérieur ne peuvent être ni cherchés ni confisqués par la police. La BCE est très connue entre les économistes car elle est une des plus puissantes mais la moins transparente des banques centrales. Pourtant, son ancien président Jean-Claude Trichet considère qu'il n'y a pas de problème en déclarant que la BCE est l'une des institutions les plus transparentes au monde et a contribué à définir le progrès de la Banque centrale dans ce domaine. Forum économique mondial, Davos, Suisse. Je m'appelle Richard Werner et je suis économiste. Ma question est pour M. Trichet. Où dans le traité de Maastricht, ou les lois de la BCE, pouvons-nous trouver que c'est le travail de la BCE de soutenir des réformes structurelles ou tout un autre programme politique? Nous avons dit très clairement que nous n'avons pas de responsabilité dans ce domaine. Nous avons une voix et nous disons ce que nous pensons. Et si nous pouvons aider en expliquant nos perspectives au public général, l'Europe pourra s'embarquer dans cette mise en œuvre de réformes structurelles. Très importante, avec un consensus très large sur ce point. La Commission européenne, un groupe non élu dont l'objectif est de construire les États-Unis d'Europe, avec tous les attributs d'un État unifié, s'intéresse à affaiblir les gouvernements individuels et à influencer les parlements démocratiques en Europe. Il s'avère que les preuves de l'indépendance des banques centrales sur lesquelles s'est appuyé le traité de Maastricht proviennent d'une seule étude commandée par la Commission européenne elle-même. Publiée en 1992 sous le titre « Un marché, une monnaie », l'étude prétendait démontrer que l'indépendance des banques centrales menait à une baisse d'inflation. James Ford, un académique d'Oxford, a prouvé que cette étude avait été manipulée pour garantir le résultat désiré. L'histoire que les banques centrales ont racontée n'est pas véridique. Il y a des preuves montrant que les banques centrales travaillent d'une façon différente à celle qu'elles voulaient nous faire croire. Dans le monde entier, les banques centrales détiennent de grands pouvoirs, peu compris. Souvent indépendantes, sans rendre de compte à personne, elles opèrent dans l'ombre, mais leurs actions nous affectent tous. Les banques centrales dans presque tout le monde ont réussi à être indépendantes et à ne pas rendre de compte à aucune institution démocratique. Et l'obligation de rendre des comptes au Parlement est généralement mineure. Que ce soit la Banque du Japon, la Réserve fédérale, la Banque du Royaume-Uni ou la Banque centrale européenne, les exemples de déception de la part des banques centrales abondent.
In the United States, in the 19th En 1920, aux États-Unis, les banques étaient encouragées à créer de l'argent et de le donner aux spéculateurs. La dépression qui eut lieu persuada les Américains, amants de la liberté, qu'un système fédéral décentralisé ne pouvait fonctionner sans le contrôle national. En 1990, les Japonais étaient persuadés que son système économique, qui avait apporté prospérité et égalité, devait devenir un système de libre marché. La transformation du Japon n'était pas finie quand les banques centrales frappèrent, avec une attaque menée par le FMI, les économies tigres asiatiques. La présente crise de la dette européenne est un autre exemple de la déception des banques centrales. Créer un consensus public sur la nécessité d'une réforme structurelle, en créant délibérément une récession, puis en la prolongeant inutilement, doit constituer un abus de pouvoir. Les citoyens veulent-ils être manipulés d'une manière aussi coûteuse et malhonnête ? Fin. Traduction de Laïa Navarro-Pelletier.